Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan. Toutes les semaines, Sybille Aoudjan, qui est donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Pauline. Alors Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art récemment ? Tous les grands collectionneurs avaient les yeux rivés sur les salles de vente de Christie's de New York pour la vente de la collection du cofondateur de Microsoft, Paul Allen. La vente totalise 1,6 milliard de dollars pour seulement 155 œuvres en vente, des chiffres qui n'ont jamais été atteints dans une vente publique. C'est la vente la plus importante de l'histoire jusqu'à présent. Alors malgré des montants très élevés, la vente a été dynamique avec des enchérisseurs en compétition pour chaque lot. Il est intéressant de noter aussi que les acheteurs asiatiques ont été très présents lors de la première vente qui rassemble la majorité des œuvres d'art. 28% des lots en valeur ont été acquis par des acheteurs asiatiques. Quels sont les détails des lots vendus, Sybille ? Alors 100% des lots ont été vendus. 5 œuvres ont dépassé les 100 millions de dollars. Dans ce top 5, on retrouve toujours des artistes impressionnistes et post-impressionnistes qui ont le plus de succès, avec d'abord une œuvre de Seurat, Les Poseuses Ensemble, petite version qui est partie pour plus de 149 millions de dollars. Une œuvre de Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, pour 137 presque 138 millions de dollars. Ensuite, Verger avec un cyprès de Van Gogh pour 117 millions de dollars. Maternité 2 de Gauguin pour plus de 105 millions de dollars. Et le dernier qui se distingue du mouvement impressionniste, une œuvre de Gustav Klimt, Forêt de Bouleau, pour 109 millions de dollars. Et en tout, c'est 27 records d'artistes qui ont été établis. Est-ce que toute la vente était philanthropique, Sybille ? Alors effectivement, c'est conformément au souhait de M. Allen que les produits de cette vente sont reversés à des actions philanthropiques. Les détails n'ont pas été donnés sur la répartition de ces résultats. Ce que l'on sait, c'est que la Fondation Paul Allen soutient particulièrement des actions environnementales liées à la sauvegarde des fonds marins, à la protection de l'espèce, à la recherche scientifique. Et Bonnie Brennan, qui est présidente de Christie's Amérique, ajoute dans un communiqué qu'en un an, Christie's a récolté plus de 2 milliards de dollars pour des œuvres caritatives. La fondation Giacometti va s'installer sur l'esplanade des Invalides, Sybille. Oui, c'est aussi une nouvelle de cette semaine. La fondation Giacometti investira en 2026 le bâtiment historique de l'ancienne gare des Invalides et les sous-sols de l'esplanade pour créer le musée et l'école Giacometti. C'est l'ancienne gare Air France pour ceux qui voyageaient et qui l'empruntaient précédemment. Pourquoi la fondation déménage, Sybille ? Alors jusqu'à présent, la fondation était installée dans le 14e arrondissement, mais cet espace devenait trop petit pour les visiteurs, de plus en plus attirés par l'artiste Giacometti. Cette nouvelle institution aux Invalides sera désormais dotée d'un musée et d'une école. Le musée réunira la plus grande collection au monde de l'artiste avec plus de 10 000 œuvres, une reconstitution de l'atelier de l'artiste, des archives de la fondation, sa bibliothèque, son iconothèque. Et puis ensuite, il y aura l'école intitulée « École de création pour tous ». Ils ont une approche un peu plus universelle de l'art qui s'adresse à la fois aux professionnels et aux amateurs. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Réinventer Paris 2, l'esplanade des Invalides de la ville de Paris, dont les lauréats sont Emerige et Nexity. Et ce site, la gare des Invalides, a été créé lors de l'exposition universelle de 1900 et elle sera rénovée notamment par l'architecte Dominique Perrault. Enfin, vous vouliez nous parler du décès d'une personnalité du monde de l'art, Sybille. Oui, c'est le décès du galeriste Claude Bernard, galeriste des plus grands noms du XXe siècle, dont Alberto Giacometti, dont on parlait justement. Le galeriste est décédé à l'âge de 93 ans et il avait créé la galerie éponyme en 1957. À ses débuts, la galerie était spécialisée dans les sculptures contemporaines, mais il exposait bien sûr dans sa galerie rue des Beaux-Arts aussi bien des peintres que des sculpteurs. On retrouvait Balthus, Peter Blake, Dubuffet, Sam Safran pour ne citer que, et César, Giacometti, puis aussi bien sûr Francis Bacon. Et donc c'est le regard de toute une époque qui s'éteint. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour les actualités du monde de l'art. Et Sybille, nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Perrin, président de la galerie Perrin. Bonjour. Bonjour.
Vous étiez présent à la première édition, Philippe Perrin, d'une fusion entre deux foires, Fine Art Paris et la Biennale, qui a réuni 17 000 visiteurs et 86 exposants la semaine dernière. Alors pour commencer, Philippe Perrin, vous êtes habitué à faire les plus grandes foires consacrées aux œuvres d'art. Cette fusion a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ? Oui. Oui. En gros, oui, non, tout à fait. En gros, oui. C'était beaucoup mieux que l'année dernière. Il y a eu beaucoup plus de visiteurs, la qualité des marchands était bien meilleure, les œuvres exposées étaient beaucoup plus importantes. D'ailleurs, je crois qu'on a fait quasiment le double d'entrées par rapport à l'année dernière. On sent que c'est vraiment une foire en devenir et ça a été très positif pour l'ensemble du marché et pour Paris. C'est vraiment la fusion de ces deux entités qui a permis la propulsion. Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment la fusion, je pense que simplement c'était un salon... je ne parle pas de la Biennale, mais je veux dire Fine Art, qui, était qui a commencé comme étant un petit salon. Là, ils se sont mariés avec la Biennale, c'est très bien. Probablement, ça apporte quelque chose, mais c'était déjà un salon en devenir, si vous voulez. Et je pense que le côté Biennale a donné un petit coup de boost, mais de toute façon, c'était un salon qui allait progresser. Enfin, en tous les cas, moi, je misais dessus. Ça attire sûrement la curiosité aussi pour cette première édition de la fusion. Je n'ai pas compris, pardon. Ça attirait aussi les curieux parce que c'était une première édition. Oui, je pense que les gens se disent à la Biennale renaît parce que la Biennale c'est un nom un peu mythique, etc. Mais ça fait 20 ans que la Biennale n'est plus ce qu'elle était. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu la chance de connaître ça dans les années 80-90 où c'était vraiment spectaculaire. Mais c'était un autre temps, enfin, je veux dire, c'était un autre monde. Voilà, je pense que c'est une foire qui s'adapte au temps moderne et je pense que c'est une foire en devenir, qui a une vraie place à prendre, notamment à Paris. En devenir, vous savez déjà ce qu'il faudrait faire pour que ça prenne encore plus d'ampleur? Écoutez, moi je ne suis pas organisateur de foires, mais j'ai fait depuis 30 ans ou 35 ans les foires dans le monde entier, parmi les plus grandes. Oui, c'est ce regard-là qu'on... Oui, non, mais justement, et je veux dire, les gens qui s'en occupent, qui sont des gens que je connais très bien, qui sont des gens très compétents, qui ont une vraie vision sur le marché international. Donc je pense qu'ils sont très très bien placés, si vous voulez, pour s'en occuper. Et quand je parle avec eux, je trouve que toutes les idées sont plutôt excellentes. Et vous parliez justement de la place de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la place de Paris dans ce marché des Beaux-Arts ? Écoutez, la place de Paris a beaucoup changé et évolué dans les quelques dernières années. Je veux dire, on a eu une espèce de trou noir qui correspondait, j'allais dire, aux années François Hollande, etc. etc. Et Paris a une chance énorme. Je veux dire, ça devrait redevenir la capitale des arts avec New York. Je veux dire, les Anglais se sont tirés une balle dans le pied, donc pour le moment, ils sont un peu en dehors du marché. Donc Paris a une vraie place à prendre. Vous voyez, et je pense que Fine Art est incroyablement bien placé pour ça. Voilà, et c'est pour ça que j'y participe. Et en plus, si vous voulez, moi ayant une activité à Paris et une activité à Londres, je vois vraiment la différence. Et c'est vrai que Paris attire le monde entier. En plus, maintenant, comme vous savez, il y a Bâle qui s'est installé à Paris. Oui. Donc Paris redevient un hub pour le marché de l'art, chose qui n'était plus pendant très longtemps. Justement, il y a des ventes vraiment majeures dans le marché des Beaux-Arts ces dernières années, le panier de fraises de Chardin, la vente de Givenchy, Altani, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment des tendances de fond ou c'est parce que c'était des pièces majeures qui sont ressorties et qui ont attiré des acheteurs? Alors, je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. C'est vrai que quand vous vendez le Chardin pour 25 millions, tout le marché en profite. Parce que subitement, ça met le marché, si vous voulez, ça met des flashs sur le marché. Oui. Tout le monde se dit, ah, mais comment un tableau qui est grand comme ça fait 25 millions une personne sur 10 ne sait pas ce que c'est qu'un Chardin. Donc subitement, les gens se disent, ah mais les tableaux anciens, ça vaut si cher que ça. Vous voyez, il faut quand même rappeler que le tableau le plus cher au monde, c'est le Salvator Mundi qui avait fait 450 millions à l'époque. Donc ça remet un phare, si vous voulez, au tout du moins de la lumière sur notre activité. Et c'est bon pour nous tous. Et les ventes comme Givenchy, c'est pareil. Givenchy, c'était un grand nom, c'était un énorme collectionneur. Je veux dire, c'était des succès absolument pharaoniques, la vente. Enfin, je veux dire, c'est des prix... moi, je rêverais de vendre à ces prix, vous voyez. Mais c'est un peu des épiphénomènes. Oui. Vous faites la même vente et c'est pas Givenchy. Je veux dire, les prix ne sont pas ceux-là. Je veux dire, les gens, comme Paul Allen, je veux dire, même si, attention, la qualité des œuvres est irréprochable. Oui, mais le fait que c'était dans leur collection, ça les mais le fait qu'en plus ce soit leur collection, qu'en l'occurrence, vous parliez de Paul Allen, que ça passe, soit pour des charités, etc., etc., et c'est des choses que vous ne retrouverez pas sur le marché. Vous voyez, c'est vraiment des pièces uniques. Et pareil pour Givenchy. Et la vente Altani, pareil. Franchement, et c'est une collection qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Et c'était franchement un très joli succès, je trouvais. Mais est-ce que du coup, depuis certaines années, on retrouve... un vrai dynamisme de ce marché et c'est un marché qui va être qui va progresser ou alors justement par rapport à ces épiphénomènes? Oui, alors justement, le haut du marché progresse. Voilà, le haut du marché est là. C'est la vente Paul Allen, c'est la vente Givenchy. Si vous voulez, c'est pour le triple A,
il y a un marché qui est un peu inépuisable. Vous voyez, l'argent est là, les collectionneurs sont là. Et le problème, c'est de sourcer ces œuvres-là. Vous ne trouvez pas un Cézanne ou un Seurat tous les matins. Pareil pour la vente Givenchy. Je veux dire, c'était une vie de collection. Nous, notre sujet, c'est de trouver des œuvres de très grande qualité. Et justement, pour en revenir à Fine Art, la Biennale, je trouvais que cette année, la qualité était infiniment supérieure à ce qu'on avait vu auparavant. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre travail, comment vous faites pour sourcer ces œuvres et trouver des belles œuvres à vendre dans votre galerie? Écoutez, il y a une part de chance, il y a une part de travail, il y a une part c'est un peu comme dans tous les métiers, vous voyez, de saisir des opportunités et de temps en temps croire à son bon œil. Vous voyez quelque chose qui vous attire l'œil, vous ne savez pas trop pourquoi, et ça peut être une vraie découverte. Et c'est surtout du relationnel, alors, de découvrir des personnes qui ont ces collections? Non, alors c'est le relationnel. Et puis surtout, parfois, c'est d'être en avance sur son marché, c'est-à-dire se dire, tiens, ça c'est très intéressant. Par exemple, moi, je commence à m'intéresser au 19e parce qu'il y a des périodes formidables dans le symbolisme, etc., qui ne sont pas au prix. Vous voyez, avec des artistes majeurs qui ont inspiré tous les impressionnistes, etc. Et objectivement, je considère que ce n'est pas du tout au prix par rapport au reste du marché. Justement, j'ai lu souvent que dans certaines interviews que certaines personnes parlent de niche et du fait que encore dans ce marché des beaux-arts, il y a certaines niches qui ne sont pas exploitées. Est-ce que, selon vous, il y en a plusieurs, est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Je viens de vous en donner une, vous voyez. Par exemple, le 19e, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Je dirais, on commence à redécouvrir des artistes qui sont très importants et qui aujourd'hui sont très très bon marché. Mais 19e, ça peut être... non, mais je veux dire, ça peut être... Non, je ne vous parle pas du baron Gérard en 1808, du portrait de Napoléon. Enfin, je veux dire, je vous parle de beaucoup plus tardif. Vous voyez, dans la seconde moitié du 19e, je veux dire, il y a des vraies redécouvertes à faire. Et quand on est quelqu'un qui ne s'y connaît pas encore très bien, je vais visiter justement la Biennale. Est-ce que vous aurez quelques conseils à donner pour un œil qui n'est pas particulièrement très avisé encore? Mais regardez ce que vous aimez. Regardez ce qui vous attire. Voyez, et puis ensuite, vous vous approchez, vous demandez ce que c'est, vous vous renseignez, et puis je veux dire, vous allez affiner votre goût. C'est comme tout le reste. Vous voyez, je veux dire, l'appétit vient en mangeant. Vous voyez. Non, mais oui, peut-être qu'il y aurait des questions particulières à poser justement aux professionnels qui pourraient nous aider. Non, je veux dire, franchement, on est là. Nous, on est là pour aider les gens. Je veux dire, l'autre jour, je vais vous raconter une histoire. L'autre jour, il y a un jeune garçon qui est arrivé. Il va avoir 25-30 ans. Il arrive, il dit, écoutez, je connais rien du tout, mais j'aime ça. Le type, il est dans le métaverse. Oui. D'accord, il fait de l'immobilier dans le métaverse et il commence à faire des NFT d'art pour accrocher dans leur immobilier dans le métaverse. Déjà, moi, je suis déjà un peu peur. Et le type, il arrive, il connaît rien. Et il dit, écoutez, j'aime ça, qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Je veux dire, voilà, et je passe une demi-heure avec lui. Et puis il m'a dit, envoyez-moi des photos par WhatsApp. Et on a commencé comme ça. Et voilà, et il va apprendre comme ça. Moi, je suis là pour ça. Je ne suis pas là que pour recevoir les grands clients de la terre entière, vous voyez. Justement, il faut toujours, j'imagine, renouveler une clientèle qui est de plus en plus jeune. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous faites pour attirer des personnes Je fais des jeunes? expositions. C'est ça qui fonctionne? Je fais des expositions. On essaie d'être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, même si pour nous, je veux dire, on est un peu des vieux crocodiles, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous voulez, je me tourne vers mes enfants, je leur demande de me donner un coup de main, vous voyez, ou à leurs copains. Enfin, où j'ai un jeune garçon qui travaille avec moi, vous voyez, qui doit avoir 27-28 ans, qui m'ouvre l'œil sur plein de choses que moi, je ne regarde pas ou je ne regardais pas. Mais par exemple, faire en sorte que qu'il y ait des ventes en ligne de plus en plus fournies et sourcées, ça peut être un... Alors, nous, on a un problème, les marchands, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas de plateforme pour faire ça. C'est pour les choses de qualité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes de vente en ligne pour des choses moyenne ou de petite qualité, mais dès qu'on rentre un peu dans le haut de gamme, d'abord on n'a pas envie de se mettre ça en ligne, que ce soit accessible à tout le monde avec les prix, etc. Et on n'a pas vraiment de plateforme pour ça, et ça nous manque. Il ne faudrait pas en créer? On a essayé. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Nous, les marchands, l'ego des marchands. Ah, c'est l'ego. Mais parce qu'ils ne veulent pas encore se mettre dans l'idéologie peut-être plus jeune de... Parce que par exemple, justement, Artsy et toutes ces plateformes-là, ils sont dans une idéologie ou de grande transparence, mettre tous les prix, mettre... Oui, vous avez 100% raison, mais malheureusement, l'ego des marchands nous empêche de nous réunir. Et c'est pas faute d'avoir essayé, je vous le dis, parce que pendant le Covid, on avait formé un groupe comme ça, et on s'était mis à travailler là-dessus, et on avait bien avancé. Et en fait, c'est d'autres marchands qui nous ont fait échouer le projet. Parce que ça leur faisait de l'ombre, ou ils pensaient que ça pouvait leur faire de l'ombre, alors que finalement, ça aurait été formidable.
Mais on va y arriver à un moment donné. Ou si c'est pas moi, ce sera la génération d'après. Vous voyez, c'est pas très grave. Et dernière question, est-ce qu'on peut faire des achats, des chouettes achats avec dans une fourchette de prix qui soit raisonnable? Regardez à Fine Art. Alors Fine Art, je trouve pour ça est une foire formidable. Vous avez des choses entre 2000 et l'infini. Alors il n'y a pas encore des chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque là, parce que les gens se disent qu'il n'y a pas encore la clientèle dans le salon. Donc, ils n'amènent pas les chefs-d'œuvre, ils les emmènent plutôt à Maastricht ou ailleurs. Mais ça va venir. Vous voyez, enfin, en tous les cas, j'espère et j'en suis quasiment certain. Mais je veux dire, à Fine Art, vous avez des œuvres de qualité pour 2000, 3000, 5000. Donc, si vous voulez, c'est quand même un panel très, très, très large. Vous voyez, et dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le moderne, dans l'ancien. Donc, je trouve ça plutôt très bien et très intéressant. Et il faut que ça reste comme ça. Merci beaucoup Philippe Perrin, président de la Galerie Perrin, d'être intervenu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et merci Sybille Aoudjan. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.